Humanité. Le podcast. Nous avons tous tendance à juger, critiquer, stigmatiser l'autre, en oubliant souvent que cet autre, c'est nous. Derrière nos façades sociales, nos personnalités, des histoires et des scénarios de vie différents, et pourtant juste derrière notre humanité. Mais la souffrance, ça fait peur, alors on la cache. On fait comme ça va, toujours. Faut pas que ça dure trop longtemps, que ce soit trop fort. Je sais pas à quel moment ça a basculé, mais ce podcast, il est juste là pour réhabiliter la souffrance qui est inhérente à notre condition d'humain, parce qu'elle est aussi le socle de nos plus puissantes transformations. Et puisque c'est l'ignorance qui crée le jugement et la division, alors aujourd'hui, entendez ces histoires, ces tranches de vie, et passez de l'autre côté du miroir. Bienvenue, je suis Émilie Laurette, vous êtes dans Humanité, le podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce 3e épisode, on va parler de choix, de chemin tout tracé, de trajectoire qui dévie. Dans cette époque où tout défile de plus en plus vite, il faudrait aller toujours plus haut, toujours plus fort et toujours plus vite. Nous vivons actuellement comme si nos ressources terrestres étaient illimitées, alors qu'en fait il n'en est rien et qu'elles sont bien limitées, mais nous le voyons aussi avec nous. Nous sommes aussi entrés dans une quête du toujours plus vite et plus fort. Alors tout change vite, mais des choses restent bien ancrées, comme faire de belles études, s'amuser un peu mais pas trop, découvrir un peu mais pas trop, parce qu'il faut de la stabilité. Il faut de la sécurité. Trouver un emploi, en CDI de préférence, avoir un amoureux, une amoureuse, s'installer, se marier, faire des enfants et rester dans ce schéma, dans cette vie, cette entreprise, jusqu'à la fin. On vit comme si rien ne pouvait nous arriver. En ça aussi, nous sommes extraordinaires, blasés de beaucoup de choses, mais encore prêts à y croire encore, comme avant, comme si tout était gravé dans le marbre. Du haut de cette vie, tout changement de trajectoire est vécu comme une catastrophe, une erreur de parcours, une faute à vite rattraper, comme si quelque chose ne tournait pas rond, comme s'il fallait réparer quelque chose. Est-ce que vraiment, pour 8 milliards d'individus, ça doit être la même chose ? Et si la diversité faisait nos plus grandes richesses ? Nous voyons les conséquences au niveau du climat et de tous ces dérèglements, mais nous le voyons aussi avec nous, avec notre propre écologie. La conséquence la plus marquante est que de plus en plus de personnes se sentent perdues, ne sachant pas où aller dans leur vie, ont peur. Peur de bouger, peur de faire un mauvais pas, de choisir un mauvais chemin, peur de se tromper. Alors les erreurs, les fautes sont corrigées et pas montrées sur Instagram ou sur toutes nos vitrines. Nous voulons oublier que la vie c'est aussi et surtout que des chemins, des routes droites quelquefois mais sinueuses d'autres fois, des moments ensoleillés mais d'autres qui sont pluvieux et d'autres encore où on est dans le brouillard. Mais rien de grave en fait, c'est juste la vie. Reconnaître sa vulnérabilité, se rendre compte que finalement nous ne savons rien ou si peu, faire face humblement à cette vie pour en découvrir ses secrets, pour nous, notre propre chemin. Dans ce monde de plus en plus complexe, il en devient difficile de faire la part des choses entre ce qui m'appartient vraiment de ce qui l'est pas. Entre notre inconscient et l'inconscient collectif, c'est un véritable défi de faire le tri, d'interroger, de cheminer vers sa propre conscience, sa singularité, celle qui fait du sens pour soi et celle qui fait avancer. Nous sommes tous endormis et lorsque quelqu'un se réveille, il réveille une partie de notre humanité. Alors aujourd'hui, je vous partage le témoignage de Marie qui a suivi naturellement le chemin jugé le plus adapté et qui s'est réveillée à l'aube de ses 30 ans en sentant que non, c'était pas ça qu'elle voulait pour elle. Mais quand on n'a jamais su, comment on fait pour savoir qui l'on est vraiment ? À travers son cheminement, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marie. Bonjour Émilie. Et bienvenue. Merci. Alors, pour nous aujourd'hui, j'avais commencé à vous suivre à vos 30 ans. Oui.
vous aviez eu 30 ans 2 mois avant et vous étiez venu me voir à un moment de votre vie où vous vous sentiez perdu. Exactement. Entre un choix à faire, un choix titanesque à l'époque, Oui. entre une vie stable, donc rester, ou partir parce que vous aimez beaucoup les voyages, apprendre aussi, etc. Et je trouvais que c'était un sujet qui était important. Et du coup, on va en parler aujourd'hui. Ok. On va commencer, du coup, vous allez commencer par vous décrire, vous dans votre vie, qui est Marie. Enfin voilà, dites-nous tout. Voilà, donc je suis Marie, j'ai 31 ans comme vous l'avez dit. C'est vrai qu'au départ, quand je suis venue, j'avais un choix titanesque à faire pour plusieurs raisons. Donc je dirais qu'au départ, j'ai eu une éducation très conventionnelle, traditionnelle. J'ai fait des études, donc j'ai eu un diplôme d'infirmière, un master également professionnel pour pouvoir être cadre infirmière. Très jeune, j'ai rencontré un homme. J'avais aux alentours de 13-14 ans, mon premier amour, avec qui j'ai acheté une maison. Voilà, j'ai acheté une maison. Donc j'avais en fait une vie qu'on pourrait qualifier de très rangée, très standard. Voilà, une maison, un chéri, un boulot. Un boulot qui était intéressant, oui et non, c'est-à-dire que j'étais, je pense, bonne dans ce que je faisais, mais c'était pas forcément le boulot de mes rêves. Je le faisais parce que ça garantissait une certaine stabilité, le fait de pouvoir acheter une maison justement, et de vivre une vie tout à fait lambda. Quand je suis venue vous voir, j'avais un gros doute par rapport à mon devenir. Pourquoi? Parce que quelques années auparavant, suite à différentes choses, j'ai pris la décision en fait de rompre avec mon compagnon de l'époque. Donc j'avais à ce moment-là 27 ans, donc je suis restée avec lui presque 14 ans, 13 ans et demi, donc la quasi moitié de ma vie à ce moment-là. C'est vrai que c'était assez particulier, j'ai pris cette décision-là parce que je voyais bien que ma vie en fait n'était pas du tout celle que j'avais envie qu'elle soit. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis, mais c'était une vie dans laquelle j'avais une certaine stabilité, un certain confort de vie, mais c'était pas ma vie. Voilà. Donc, vous imaginiez quoi de votre vie? Alors, j'imaginais une vie avec beaucoup plus de voyages, beaucoup plus de rencontres, de divertissement, si je puis dire. Voilà, plus de dialogue avec des personnes, rencontrer différentes cultures, voyager. Voilà, mon compagnon de l'époque était très stable, sédentaire, et il n'aimait pas forcément voyager. Et moi, à ce moment-là, j'avais très très peu voyagé dans ma vie parce que j'avais toujours fait mes études, après j'avais payé mes études une partie, donc j'avais travaillé ensuite, et je m'étais toujours dit, un an après, l'année qui suit l'obtention de mon master, je vais rester chez mes parents pour économiser, et puis je partirai un an à l'étranger, au bout du monde, quoi. Et c'est vrai que lui, c'était pas forcément ce qu'il souhaitait faire. Et à ce moment-là, j'étais plutôt dans l'optique de suivre mon compagnon plutôt que de prendre et faire mes propres choix et décisions. Donc je suis partie là-dessus sur le projet en fait de sa vie, le projet dont lui rêvait, en pensant que ça pouvait également me plaire, et bien sûr ça n'a pas été le cas parce que ce n'était pas mon rêve, c'était le sien. Donc quand j'ai découvert ça, on avait déjà acheté une maison, était endetté, et j'ai quand même pris la décision parce que je voyais que j'étais littéralement en train de déprimer en fait. Ça se matérialisait comment? Comment vous avez senti que ça n'allait pas? Alors, déjà j'avais de l'eczéma partout sur les mains, donc déjà au niveau physique ça s'est matérialisé. Les crises d'eczéma étaient de pire en pire. Au départ c'était quelques petites taches, et puis à la fin c'était les doigts remplis. La nuit je me réveillais en train de me gratter, c'était vraiment jusqu'au sang. Donc j'avais vraiment des douleurs physiques en fait de ce côté-là. J'ai perdu beaucoup de poids également. Je pense que si je faisais un 36 c'était déjà énorme, j'étais plutôt à 34-36. Je voyais que j'étais toujours très énervée, très stressée. Je ne souriais plus. Ça, mes proches me l'ont dit a posteriori, que je ne souriais plus, mais je ne m'en rendais pas compte forcément à ce moment-là. Et je pense que c'est à peu près, je dirais tout. Je voyais bien qu'avec mon conjoint, on avait des disputes.
Mais c'est vrai que j'ai commencé à avoir de l'angoisse. C'est à mon avis ça en fait l'élément déclencheur, pour moi en tout cas, celui qui m'a fait prendre conscience que la villa ne me correspondait pas. C'était vraiment en fait l'angoisse que j'ai eue déjà quand j'ai dû déménager pour rentrer dans cette maison. Donc cette maison on l'avait prise ensemble et on avait commencé à la rénover parce que c'était une maison à rénovation. Et moi, concrètement, j'ai rapidement laissé tomber la rénovation parce que je travaillais aussi beaucoup à côté. Même si c'était un 40 heures traditionnel, c'était plus qu'un 40 heures traditionnel parce que je travaillais également de la maison. Donc, j'avais du mal à conjuguer les deux. Et puis surtout que le break d'1 an que je voulais faire, je ne l'avais jamais fait. Donc, j'avais enchaîné mes différentes études. Le travail aussi pendant mes études, parce que j'avais travaillé également en même temps. Mon père, à ce moment-là, avait eu des problèmes de santé. Donc, ça avait été très, très dur. Il avait été opéré du cerveau, donc il a failli mourir à ce moment-là. Donc, j'avais pris un petit peu le rôle au sein de la famille, je pense, de pilier, même s'ils ne l'avoueront jamais. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un break. Concrètement, j'avais besoin de faire une pause et je ne me suis pas écoutée du tout. Et j'ai suivi en fait les envies de mon conjoint et je pense que la fatigue en fait physique, morale a fait que ça a commencé, ça a un petit peu été l'élément déclencheur. Okay. Même la relation que j'avais avec lui, j'ai progressivement ouvert les yeux sur la relation, dans le sens où bon, je l'ai connu très jeune, donc je pense que j'ai été, à mon sens en tout cas, plus ou moins influencée. Et je voulais en fait que lui réalise ses rêves, je le mettais vraiment sur un piédestal, et alors que moi, je m'oubliais totalement. Bien sûr, c'était pas de sa faute particulièrement à lui, hein, c'était surtout la mienne, mais bon, en soi c'était comme ça à ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'angoisse, à me dire que cette maison, en fait, c'était pas la mienne, donc j'ai emménagé dans cette maison, je disais c'est pas la mienne, je disais à mes parents, c'est pas chez moi, alors que j'avais choisi, je l'avais acheté quand même, j'avais plus ou moins aidé à la rénovation, à la décoration, mais je disais c'est pas chez moi quoi, c'est pas chez moi. Et les relations avec mon conjoint se sont dégradées, donc au bout d'un moment, en discutant calmement avec lui, je lui explique que je suis malheureuse, je lui dis clairement que je suis malheureuse, que j'envisage de partir de mon côté, de le quitter. Lui relativise en me disant que je dois aller voir un psychologue, que c'est parce que je suis une dépression, que c'est pas par rapport à lui. Enfin, voilà, lui concrètement se voile, je pense, la face, et moi, je le crois. Je le crois parce que, bien sûr, comme j'avais mis sur le piédestal, c'est lui qui a raison et moi qui ai tort. Donc voilà quoi. Et ça a duré quand même quelques mois, je dirais bien 8 mois, avant que je prenne officiellement la décision de rompre. Donc heureusement, j'ai eu des amis absolument géniaux et une famille aussi qui m'a supportée, mais eux ils ne savaient pas en fait concrètement ce qui se passait. C'était tous mes amis et ils ont été là pour moi jusqu'au bout quoi. Donc et encore maintenant ils sont là, donc déjà j'ai vraiment adoré. Et c'est grâce à eux, je pense que c'est eux qui m'ont fait ouvrir les yeux en me disant regarde Marie, quand tu parles de la maison t'es pas contente, t'es dans un environnement qui te plaît pas on dirait. Enfin, ils essayaient plus ou moins de discuter avec moi, et c'est vrai que le chemin a été relativement long. Maintenant, a posteriori, je le considère comme long, parce que ça a duré, je dirais bien 8 mois. Donc voilà, donc je quitte mon conjoint, hein, et puis bien sûr dans des circonstances plus ou moins difficiles, parce que lui, c'était le rêve de sa vie d'avoir une maison, et moi, j'étais la personne en fait qui lui a enlevé ce rêve. Donc je suis retournée vivre chez mes parents, en lui disant voilà, qu'il prendrait le temps qu'il faudrait pour qu'il se remette avant de déménager. Donc je continuais de payer la maison, et puis moi après à ce moment-là j'ai trouvé un logement, un appartement dans lequel je m'y suis installée, mon premier logement chez moi, mon premier chez moi quoi, toute seule. C'est vrai que je suis passée du domicile de chez mes parents, où mon conjoint en fait vivait quasiment chez mes parents avec moi, à notre maison, mais j'avais jamais vécu seule et j'avais jamais été vraiment seule. Donc voilà, gros choc. C'était comment de vivre seule? Ouais. Incroyable. C'était génial. Non, j'ai adoré. Ça a été une belle révélation aussi, cette indépendance-là que j'en rêvais en fait. Je n'osais pas me l'avouer à ce moment-là parce que c'est vrai que j'avais une amie qui m'avait posé une question, qui m'avait dit Marie, quand tu fermes les yeux, comment tu t'imagines dans ta vie actuellement? Et je lui disais, je m'imagine dans un appartement toute seule, et elle me disait, mais tu te rends compte que tu vis en couple dans une maison? Donc voilà, il y a un petit peu un monde, oups. Bon, au final, j'ai quand même été sur cette voie-là, et je regrette pas, hein, mais voilà. Donc ça a été une belle révélation de vivre seule, ça a été incroyable. Bon, entre-temps, bien sûr, la vente de la maison a mis 1 an et demi, parce que lui refusait d'abandonner ce projet-là, donc il a vécu dedans. Je payais l'appartement plus la maison, donc c'était aussi un stress assez important. Heureusement que j'arrivais à être économe et à m'en sortir.
Mais voilà, il m'a fait beaucoup de chantage, beaucoup de menaces, il m'espionnait énormément. Tout ça pour qu'au bout de 6 mois de rupture, il vive avec sa nouvelle copine dans la maison que je payais, avec mes meubles, voilà, mes affaires, tout ça. Donc ça a duré aussi quelques mois, mais je remercierai jamais assez cette dame, parce que grâce à elle, elle lui a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être qu'il déménage. Donc merci à elle, même si elle a vécu avec lui 6 mois à mes frais, si c'est à refaire, je le referai, parce que lui, vraiment, il était acharné et il refusait vraiment de vendre la maison, quoi. C'était pour lui un moyen de pression, et il me le disait clairement, c'était pour m'embêter, donc, et pour me faire du mal. Donc voilà. Bon, bien sûr, il m'a insulté, j'ai eu le droit aussi à toutes les choses dignes d'une rupture de ce nom, enfin voilà, bon, soit. Une fois que la maison a été vendue, donc ça c'était fou, je dirais il y a 2 ans, mais en fait avant cette vente-là, donc moi j'ai pris mon appartement au bout de 6 mois je dirais de rupture. J'ai trouvé un appartement dans lequel je me suis installée, où j'étais la plus heureuse. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 3 mois. Ça a été une relation pas du tout stable, en tout cas pour sa part. La mienne, moi j'étais dans mon appartement, donc j'étais très bien, j'avais un copain, voilà. Mais j'ai choisi quelqu'un en fait sur des critères qui à ce moment-là que je jugeais très importants. Donc le physique, l'apparence, parce que j'avais une certaine exigence envers moi-même, qui était très très haute, très élevée. Donc je voulais quelqu'un en fait du même look. Donc voilà, je faisais du sport régulièrement, lui il faisait 1h30 de sport par jour, donc déjà, mais c'était surtout pas du sport pour se défouler, c'était plus du sport pour être musclé et être très beau. Il avait une alimentation très stricte, j'avais une alimentation stricte. Voilà, on se rejoignait sur certains critères. Maintenant, en termes de connexion mentale, spirituelle, elle n'était pas là, quoi. Et puis, je voyais bien que lui aussi, il avait certains penchants que je refusais. Donc, j'ai mis fin à cette relation. Voilà, et puis ensuite, moi, je continuais de vivre dans mon appartement. Et quelques mois après, donc ça, on a rompu ensemble au mois d'août. Au mois de février, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un pour qui j'ai eu de grands sentiments, je pense, maintenant. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais absolument pas compte. Et c'est vrai que cet homme-là, il était vraiment adorable. Mais adorable, très gentil, dans la communication, contrairement à l'autre. En fait, voilà, j'avais eu, je pense, la partie apparence avant, et là, j'étais beaucoup plus sur quelqu'un de naturel et beaucoup plus sur quelqu'un de à l'écoute. Et il me donnait une affection, en fait, que j'avais jamais eue, et une attention que je n'avais jamais eue dans ma vie. Donc, ça me faisait même très peur, et moi, au lieu de m'ouvrir un petit peu pour vraiment être pleinement ancrée dans cette relation, eh ben, je fuyais. Je fuyais parce que je pense que j'étais pas prête et que j'avais très très peur de réouvrir mon cœur, étant donné que les 2 fois où j'avais ouvert un petit peu mon cœur, en tout cas pour la deuxième personne, mais où j'avais eu une relation avec un homme, les 2 fois sont finies de façon très douloureuse et chaotique. Donc je pense que clairement j'avais beaucoup de crainte par rapport à cette relation-là. Mais bon, on s'est rencontrés au mois de février. Et moi, bon, entre-temps, bien sûr, je dirais que j'ai quand même un petit peu voyagé, ce qui m'a fait beaucoup de... Donc en fait, liberté pour vous, quand elle est rentrée dans votre vie, ça a été l'appartement, seul, et les voyages. Ah ouais, les voyages. Et les voyages, du coup, la partie voyage, c'est quoi? C'est où? C'est combien de temps? Alors, la première fois, ça a été avec des amis. Donc en fait, déjà, j'ai rompu avec mon compagnon au mois de décembre. Le mois de février suivant, je suis partie à Porto, 4 jours entre copines. Ça a été incroyable, incroyable. C'était vraiment les vacances de la liberté. J'ai pu enfin déjà partir entre amis parce que mon compagnon était très directif et je dirais très jaloux. Il ne me laissait pas trop faire de choses. Donc, on va dire que c'était une liberté que je découvrais, quoi. Une enfant, donc j'avais quand même 27 ans, presque, oui, 27, presque 28 ou 27, oui. Et là, c'était la liberté du jour au lendemain, quoi. Donc, ça a été super, vraiment super. Belles expériences. Donc ça, c'était au mois de février. Puis ensuite, j'étais partie également dans les Vosges avec des amis. Et après, je suis partie avec une amie à Ibiza, l'année-là, où il m'arrivait des choses incroyables, voilà.
J'ai même fait la fête avec un millionnaire, pour vous dire. Donc, c'était juste impensable. Je passais d'une vie rangée en maison à une vie où je fais la fête à Ibiza avec des millionnaires. Donc, c'était vraiment la glace. Je passais de la glace au feu, quoi. Ouais. Mais par contre, c'était pas facile pour moi, pas évident de trouver un équilibre. Parce qu'effectivement, concrètement, je me cherchais. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment vécu ce que j'avais à vivre. Je l'ai vécu pleinement, voilà. Et je suis partie à Berlin aussi. Donc ça, je suis partie à Berlin avec mon second chéri. Et quand j'y suis allée, pareil, ça a été par contre là une grosse révélation pour la ville de Berlin. J'ai vraiment adoré et je m'y suis sentie comme chez moi dès que je suis arrivée en fait. Donc je pense que Berlin reste et restera toujours dans mon cœur et j'y retournerai d'ailleurs à Berlin, mais pour plusieurs mois, ça c'est sûr, que je m'y installerai quelque temps. Parce que cette ville, elle fait partie de moi, quoi. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Après ça, à ce moment-là, donc j'ai pris mon appartement, à peu près à la même période. Après, je suis partie à Londres avec une amie, donc c'était au mois de février l'année suivante, juste avant le Covid en fait, voilà. Donc il faut savoir que je travaillais en fait dans un laboratoire privé d'analyse médicale au Luxembourg. Je gérais une équipe, donc je gérais 23 centres de prélèvement d'analyse biologique. Et donc j'avais beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Et donc j'avais pris 4 jours en fait pour partir avec mon ami pour partir à Londres, aller voir les studios de Harry Potter. Voilà, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfant aussi, d'y aller. Et quelques jours auparavant, il parlait plus ou moins d'un virus qui s'était échappé, voilà, blabla, ou du moins qui avait été rencontré par rapport à un animal, enfin ouais, voilà. Donc moi j'y suis allée et à ce moment-là effectivement la pandémie a été déclarée. C'était pas à ce moment-là une pandémie mais c'était une épidémie du moins. Et moi j'étais à l'étranger donc en plus c'était super cool parce que avec mon ami tout était encore possible en Angleterre. Et chez nous tout était plus ou moins confiné, ça commençait à se confiner donc je pouvais aller au restaurant, enfin voilà. Donc c'était super. Et j'ai rencontré mon compagnon, mon troisième à ce moment-là plus ou moins. Donc voilà, donc on a eu une relation en fait qui a duré 3 mois aussi, en confinement. Donc moi je travaillais, lui bien sûr il ne travaillait pas, ou du moins il travaillait de chez lui, il faisait du télétravail. Et moi tous les jours j'allais au boulot quoi. Donc là le boulot ça a été assez compliqué parce que bien sûr un laboratoire d'analyse médicale, en plus privé, faire des tests Covid, concrètement c'était un projet sur lequel ils pouvaient vraiment participer et aider la société, mais aussi avoir beaucoup de rendement, quoi. Donc, je pense qu'il y avait un réel besoin de la population luxembourgeoise, parce que le Luxembourg est petit, il n'y a pas énormément de structures de dépistage. Et à ce moment-là, les laboratoires privés avaient la main mise, en fait, sur le Luxembourg, parce que le public ne pouvait pas générer le personnel, le matériel, les analyses en question. Donc tout reposait en fait sur le laboratoire privé. Et nous, en fait, on a été totalement, au niveau du boulot, réorienté, réorganisé. Voilà, on a eu beaucoup plus de responsabilités, c'est ce qui me plaisait énormément. On est passé vraiment, j'avais 23 centres de prélèvement, à faire du domicile, à gérer les équipes. Donc voilà, donc je travaillais 70 heures semaine. Mais c'était beaucoup plus sympa parce qu'en fait là je voyais en fait mes collègues, je voyais mes équipes beaucoup plus régulièrement, j'étais moins dans les bureaux, j'étais plus avec eux sur le terrain et j'ai senti en tout cas pour ma part une réelle communion, une communauté en fait. On était les soignants contre le Covid et c'était plus en fait question de finances ou question de statut, voilà, on était tous ensemble contre un ennemi commun et ça c'était vraiment super. Moi en tout cas j'ai adoré ce côté-là. J'ai découvert et redécouvert des collègues aussi parce que je passais mes journées avec eux, donc du matin au soir. Et c'est vrai que c'était pour moi un beau moment, bizarrement, le Covid. Voilà. Normalement c'est la Covid, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de dire le, donc ça sera toujours le pour moi. On va pas féminiser non plus le virus, désolée. Donc voilà, je travaillais énormément. En plus, à côté de ça, j'avais une relation toute naissante avec mon chéri. Donc mon boulot me plaisait plus, je gagnais plus, mais en plus j'avais un nouveau chéri aussi, donc en fait voilà, les choses bougeaient quand même pas mal, je venais de voyager, donc et puis mon petit statut, je dis petit parce que voilà,
je l'utilise jamais et que pour moi c'est le petit bonus en fait, plutôt que le petit statut, c'est le petit bonus à mon statut d'infirmière, parce que du coup j'étais responsable et là j'étais infirmière responsable, mais infirmière responsable. Et bien ça me permettait d'aller voir mes proches, donc bien sûr j'allais pas chez eux, mais même pendant le Covid, quand tout le monde était confiné, moi je rentrais du travail, je m'arrêtais devant la maison de mes parents, eux étaient à la fenêtre, je restais dehors bien sûr, et je leur demandais comment ça allait, parce que j'avais cette opportunité-là de pouvoir moi quand même voir les gens. Même si j'étais à l'extérieur, j'avais les mesures bien sûr de précaution plus qu'il ne fallait. J'étais testée 2-3 fois par semaine. Donc dès qu'en fait on avait un résultat négatif, on se faisait tester. Enfin, c'était assez impressionnant. Enfin bref, donc 70 heures semaine pendant 23 semaines consécutives. Et je voyais qu'en fait mon employeur concrètement abusait de la situation. Parce qu'au départ, c'était vraiment pour la pandémie, c'était pour les gens, voilà, pour aider au dépistage, mais rapidement, ça a été pour le profit. En tout cas, c'est ma vision des choses. On était tous exténués. Moi, mes équipes pleuraient tous les jours, j'essayais de leur monter le moral, et j'avais même un très bon collègue qui pleurait le lundi, moi je pleurais le mardi, il pleurait le mercredi, je pleurais le jeudi, on faisait vraiment un jour sur deux, lui et moi. Et j'avais mon appartement, pour lequel voilà, j'avais commencé à le remeubler parce que justement je travaillais plus donc je gagnais plus et j'ai pu me racheter des meubles quoi, concrètement. Donc ça c'était cool. Et je me suis payé un petit barbecue, une petite cafetière. Mais la douche froide, c'était que je travaillais tellement que j'avais même pas le temps de les nettoyer pour les sortir de les boîtes en fait, des boîtes pour les utiliser. Et là j'ai progressivement eu une prise de conscience en me disant ah oui, là concrètement tu travailles, ok, tu as de l'argent, ok, mais tu ne fais rien à côté. Donc là, vous étiez finalement retombé dans le même schéma, alors différent, hein, le scénario était différent, mais la finalité était la même. Vous étiez retombé dans un système de confort absolu pour le coup, au détriment du coup du reste. Tout à fait. Ma relation avec cet homme s'est terminée en fait, donc au bout de 3 mois. Il m'a laissé une porte de sortie que j'ai prise parce qu'il voyait que j'étais pas prête à m'engager. Dès qu'il essayait de venir vers moi, moi j'avais mis un mur tellement épais et tellement grand que je pense que jamais il aurait pu l'abattre, même si c'était une personne avec qui j'aurais pu m'ouvrir, mais ça aurait mis énormément de temps. Et je pense a posteriori que lui était également dans le même cas. Ça, on ne me l'enlèvera pas, concrètement. Donc on s'est séparés, et là je pense que ça a été aussi un autre déclic, parce que justement ce confort affectif, je ne l'avais pas non plus. Donc je rentrais chez moi, j'étais seule, je retravaillais avec mes collègues, mais eux avaient une vie de famille, et moi je n'avais pas de vie de famille. J'avais ce confort matériel, mais j'en pouvais même pas vraiment en profiter, parce que je n'étais jamais là. Alors qu'est-ce qui grandit à ce moment-là? Ce qui grandit, une grosse prise de conscience, je dirais, où je me dis, tu réalises pas tes rêves en fait. Tu vis ta vie un peu dans le confort, la routine, mais est-ce que c'est ça ta vie? Est-ce que c'est ça que tu as envie d'avoir? Des gens meurent, énormément de gens meurent. Moi, je n'écoutais même plus les infos, je ne regardais plus la télé non plus, parce que si je le faisais en même temps que travailler, ça n'aurait pas été jouable. Mais je savais que des gens mouraient. On avait des patients qui venaient en me disant que leurs parents étaient décédés, que leur oncle était décédé. Enfin, c'était quand même assez prenant. Et je me suis dit, mais c'est pas ma vie en fait. C'est la vie de quelqu'un d'autre. De nouveau, c'est pas ma vie. Alors c'est vrai que j'avais une certaine reconnaissance. Alors oui, à ce moment-là, tous les soignants étaient vénérés. Hein. On était applaudis le soir à 20h, tout ça. Donc ça, c'était bien, je dis rien. Mais à côté de ça, même auprès de la famille, je veux dire, c'était très beau à voir que ses parents sont fiers parce que voilà, on travaille dans le milieu, que nous, on aide vraiment la société et qu'on est au front, quoi. Donc ça, c'est aussi valorisant. Mais c'était pas ce que je souhaitais. J'avais toujours eu un rêve de pouvoir partir et apprendre des langues étrangères, l'anglais par exemple. Et quand j'avais rencontré cet homme, j'étais prête à faire une croix dessus parce que c'était un homme qui comptait pour moi quand même. Et j'avais pas envie de le perdre. Malgré tout, je suis quand même partie. Vous voyez, c'est quand même assez incohérent. Mais quand on a rompu, je me suis dit oui, là maintenant, il faut quand même que je réalise mes rêves, quoi. Parce que la vie est courte. Qui me dit que je serai vivante encore à la retraite ou dans X années? Personne ne me le garantit. Et c'est maintenant en fait que je peux le faire.
Donc je me suis arrangée avec mon employeur pour faire une rupture à l'amiable en fait, de contrat de travail. J'ai mis toutes mes affaires dans un garde-meuble et je suis partie en Angleterre. Donc pendant plusieurs mois, 4 mois, je vivais sur mes économies. À ce moment-là, quasiment, j'ai pris la décision au mois de juin. J'ai donné ma lettre de démission, enfin d'accord à l'amiable au mois de juillet. La maison a été vendue au mois de juillet, le même mois. Et en septembre, je suis partie. Voilà. Les frontières, tout avait été réouvert. L'Angleterre était encore sur une politique sanitaire de ne pas vacciner en fait les gens non vaccinales, donc de pouvoir favoriser l'immunité collective. Donc quand je suis arrivée en Angleterre, ça a été le choc parce que nous, on venait d'avoir 2 ou 3 vagues de confinement et là-bas, il n'y avait même pas de masque dans le métro, donc c'était assez bluffant. Donc moi, bien sûr, j'ai gardé mes masques, voilà, j'ai fait vraiment attention. Et quand j'y suis allée, d'abord j'ai été quand même confinée à la maison 2 semaines. Donc j'ai pris une chambre en fait en location dans un petit appartement dans le quartier de Camden Town, où j'ai partagé, en fait j'ai fait une coloc avec 3 femmes russes, donc 3 jeunes femmes russes qui étaient étudiantes et qui venaient là voilà, pour passer un semestre à l'école. Et une fois que je suis sortie de ces 2 semaines-là, je suis allée courir pour me défouler, puis pour visiter également le quartier. Il a plu, il pleuvait à ce moment-là pendant que je courais, et je pleurais de bonheur en fait, en même temps. Et je ne savais pas si c'était mes larmes ou si c'était la pluie. Et je me suis posé la question en fait, j'ai touché mes joues, je me suis dit mais quels sont les... Qu'est-ce qui mouille? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la pluie? Et en fait c'était moi qui pleurais, mais de joie. Je ne m'en rendais pas compte, parce que justement j'avais enfin réalisé un de mes rêves. J'étais partie à l'étranger. J'ai payé une école d'anglais pour pouvoir justement apprendre l'anglais. Je vivais dans un pays étranger, loin de tout le monde, j'étais seule, j'étais indépendante, voilà. J'ai réalisé un de mes rêves et j'étais bien, j'étais bien. On se sent comment quand on réalise un de ses rêves? On se sent pleinement accompli, pleinement accompli, très léger, très légère, et on a envie de se lever chaque matin avec la niaque, quoi. On se lève, on est là, on est sur le quai-vive et on se dit allez, on y va, la journée ne fait que commencer. Après, c'est vrai que j'avais cette tendance et je pense que je l'ai toujours un petit peu moins prononcée maintenant, mais à être dans la performance, parce que j'avais été éduquée comme ça, où il fallait toujours que je sois parfaite, et les résultats que j'avais, la progression d'anglais que j'avais ne me convenait pas. Donc je stressais énormément, parce que je n'arrivais pas à apprendre aussi rapidement que je voulais l'anglais. Je m'étais fixé au début un séjour de 3 mois, et je comptais être bilingue au bout de 3 mois. Sauf que être bilingue au bout de 3 mois, c'est légèrement compliqué, à moins qu'on ait des facilités, des facultés incroyables de mémorisation, parce qu'on a différentes intelligences, mais moi, c'était pas mon cas, en tout cas. C'était plus quelque chose que j'avais besoin de travailler, plutôt que quelque chose d'inné, quoi. Et j'ai de nouveau eu des petits travers, dans le sens où j'ai eu pas mal de boutons sur le visage qui sont apparus. Je faisais du sport à outrance pour essayer d'évacuer le stress parce que je n'arrivais pas à le gérer. Et j'ai quand même pris la décision de rester plus longtemps pour pouvoir progresser, parce que j'avais aussi une certaine contrainte financière, dans le sens où j'avais aucun revenu. Donc je vivais vraiment sur mes économies, mais ça, bizarrement, c'est pas ce qui m'a fait le plus peur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a fait le plus peur? De ne pas réussir, l'échec. Ouais. L'échec. De rentrer et en fait que je me rende compte que c'était pas utile, qu'en fait que le voyage que j'ai entrepris, que les autres me disent ah mais ton anglais il est pas terrible en fait. Ça c'était vraiment horrible, la pression. Mais bon, sur le coup je ne m'en rendais pas forcément compte. Par contre j'ai eu énormément de belles prises de conscience là-bas aussi, parce que de nouveau dans mon école où j'étais, j'ai côtoyé des personnes de différents mondes en fait, de différentes origines, différents pays. Donc ça c'était incroyable, c'était vraiment multiculturel. Visiter Londres quand on a 27 ans, 28 ans, c'est incroyable, je veux dire, c'est une belle opportunité d'y vivre. Ça bouge énormément. Mais j'ai pris énormément de conscience par rapport déjà au côté financier, matériel. Parce que dans ma classe, j'étais avec des gens dont les parents payaient l'école en fait. Et étaient là juste un petit peu en vacances, entre guillemets. Donc leurs parents leur payaient 1 an d'école à Londres.
dont un étudiant était même là en fait juste parce que il était arrivé pour faire l'université, à l'université, et lui concrètement, comme l'université était fermée par rapport aux différents problèmes sanitaires, et il s'était inscrit dans l'école d'anglais juste pour avoir un contact humain. Voilà, donc il payait des cours d'anglais alors qu'il était totalement bilingue, et pour avoir un contact humain. Oui, c'était juste impensable. J'ai vu des choses, j'ai découvert des choses avec ces gens-là. Enfin, j'avais une fille dans ma classe qui, elle, était, et qui est toujours d'ailleurs, elle est on va dire, elle est financée entièrement par un homme. Voilà, donc elle est totalement sa chose, mais elle l'assumait. C'était une femme russe qui n'était pas dans mon studio, hein, dans mon logement, je veux dire, mais elle assumait pleinement qui elle était, et elle me le disait, voilà, qu'elle était une femme entretenue. À côté de ça, j'avais un homme qui, lui, essayait de se faire entretenir par un autre homme. J'avais des étudiants italiens qui, eux, étaient vraiment en grande complication financière. Enfin voilà, j'ai vu un petit peu tout. J'ai même fait une soirée de nouveau avec des personnes riches. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois je finis avec des personnes riches. Mais ils étaient tous déprimés. C'est ça qui m'a vraiment surprise. C'est qu'ils n'avaient aucun but. Ils étaient là sans être là. Enfin, ils n'avaient pas vraiment de passion, quoi. Et ça a été aussi une révélation. Et moi, le lendemain, j'étais heureuse de manger un porridge à 7 livres dans un pub avec des amis, quoi. Donc voilà. Enfin bref, je suis partie après de Londres sur Brighton. Bon, Londres après, ça a été confiné. J'ai eu un rat dans la cuisine. Enfin, j'ai eu des cafards dans la cuisine. C'était impensable. Même moi, j'ai repoussé mes limites sanitaires. Puis ensuite, je suis partie à Brighton, et là j'ai vécu un mois toute seule. J'avais financé également 1 mois et demi de plus, non 2 mois et demi de plus, pardon. Mais je voulais quand même rentrer pour Noël, pour les fêtes de Noël, pour voir ma famille, parce que ça commençait à faire long, 3 mois et demi sans voir personne. Donc j'avais acheté des billets pour rentrer, au moins pour les fêtes, puis repartir ensuite pour terminer mon apprentissage de langue. Sauf qu'à ce moment-là, le virus a muté, et qu'ils ont fermé toutes les frontières avec l'Angleterre, et donc je suis restée coincée en Angleterre pour fêter les fêtes de Noël toute seule. Ce qui m'a pas plus dérangé que ça au final, parce qu'après je me suis dit que c'était bien d'être aussi à l'étranger, et que tout le monde allait bien, donc c'était pour moi ce qui comptait le plus. Mais 3 semaines après, mon père s'est fait opérer d'une opération bénigne, mais qui a plus ou moins mal tourné. Donc là, j'ai dit il faut que je rentre. Après, mes 2 parents ont eu le Covid, donc là c'était vraiment une question urgente pour moi de rentrer. Donc je suis rentrée en catastrophe, j'ai tout quitté, j'ai atterri chez mon frère pendant 1 mois et demi, tant que mes parents se rétablissent, pour retourner vivre avec eux, pendant un temps du moins, et j'ai continué les cours à distance. Mais quand je suis rentrée ici, douche froide, parce que mes parents avaient le Covid, tous mes amis étaient plus ou moins confinés, tout le monde était confiné en fait, donc je ne faisais rien, c'est comme si j'étais en Angleterre. Mais ici, sans mes cours d'anglais, donc les cours d'anglais à distance qui étaient moins sympas, quoi. Donc je me suis dit, bon, il faut au moins que je me trouve un job, parce que concrètement, rester ici sans rien faire, la question de productivité, rentabilité, voilà, qui était vraiment important pour moi, il me fallait quelque chose. Donc j'ai trouvé un job rapidement grâce au niveau d'anglais que j'avais acquis, donc ça a été aussi très utile, et j'ai pu aussi prouver à mes parents que je n'étais pas partie pour rien. Parce qu'aussi, ça a été une belle révélation, c'est quand je suis rentrée dans l'avion au retour, pour justement revenir ici, et que tout était en anglais, que les gens parlaient en anglais et que je comprenais tout. Là, pour moi, ça a été une belle récompense, parce qu'avant, je ne comprenais rien, quoi. Donc là, voilà, petit succès de ma part. Et j'ai trouvé un job, on va dire, dans un laboratoire semi-public au Luxembourg, qui est le laboratoire de l'État, que je ne vais pas plus dire, mais un poste à responsabilité, plus payé qu'avant. Mais qui me remettait exactement dans le même schéma. Donc de nouveau, voilà, le boulot à 70 heures semaine, avec le même type d'équipe, le même type de fonctionnement, si ce n'est même plus de frustration, parce que moi j'avais quand même évolué, j'avais eu des prises de conscience, et voilà. Mais vient la question de se poser, est-ce que je reste ou est-ce que je repars? Parce que le contrat, au départ, mon employeur m'avait dit que ça serait 6 mois. Au final, c'était 1 an quand je suis allée le signer. Donc, c'était pas prévu, ça au départ. Mais pour question de confort, je l'ai pris. Donc, j'ai signé mon contrat d'1 an. Et mon employeur, mon chef, me disait tout le temps qu'il voulait me prendre en CDI. Et c'est vrai que c'était un emploi qui était très bien payé, tout près de chez moi, avec beaucoup de reconnaissance nationale et internationale. Donc, j'avais quand même
beau rôle à tenir par rapport à la société. Mais il ne me plaisait pas, ce boulot. Il ne me plaisait pas, concrètement, c'était pas moi. Et je me disais, mais c'est pas possible, je repars dans les mêmes travers. Et mes amis m'ont fait aussi la réflexion, parce qu'ils l'ont vu, que je travaillais de nouveau énormément, que j'étais fatiguée au bout d'un mois de collaboration, que j'étais déjà épuisée, quoi. Et j'ai quand même eu du mal à prendre une décision, à savoir qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le confort ou est-ce que je pars? Est-ce que je revis une vie différente? Et puis là, on est complètement et concrètement dans vos peurs. Oui. À 100%. Parce que vous veniez d'avoir 30 ans. Oui. Ah bah j'allais avoir les 30 ans. J'allais les avoir. C'était pile poil la même année. Donc là, pour vous, les peurs, elles sont de ce que la société, à ce moment-là, attend de moi. Oui. En fait, à chaque fois, c'est la société qui vous rappelait au confort. Ah oui. Donc, c'était quoi les peurs qui remontaient à ce moment-là? Les peurs, je dirais d'abord la stabilité. On me dit, voilà, c'est pas conventionnel de ne pas avoir de CDI à 30 ans, de ne pas avoir de chez soi à 30 ans. Parce que moi, j'étais revenue chez mes parents, mais je n'avais pas déménagé. Donc, j'étais une femme de 30 ans qui vivait chez ses parents. Donc déjà, voilà, hein. Même si j'ai mes meubles toujours dans mon garde-meuble, donc j'aurais pu rapidement trouver un logement, mais je voulais pas m'engager parce que moi, je savais pas ce que j'allais faire. Donc, on me rappelait constamment, bah, tu vis chez tes parents, et en même temps, il faut que tu prennes une décision. Donc mes parents aussi, eux, bienveillants, espéraient que j'obtienne ce CDI. Parce que pour eux, c'était le Saint Graal, que j'ai un CDI bien payé, bien rémunéré, du confort, quoi. Et moi, il y avait une partie de moi qui me disait non, mais c'est pas mon job, c'est pas ce que je veux faire. Mais en même temps, j'étais le peur du jugement des autres aussi, je pense. Parce que, voilà, 30 ans, célibataire, vivre chez ses parents, sans emploi fixe, sans endroit fixe pour vivre. Voilà, c'était... Ça renvoie à quoi, ça? Quand on est ça à 30 ans, on est quoi pour la société? Pour les autres? Ah, bon, on est hors norme. On n'est pas dans le standard, on n'est pas quelqu'un de bien, je dirais. Ok. Selon mon avis personnel. Je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes. Voilà, et je le voyais bien autour de moi. Enfin, je vois mes amis, tous plus ou moins, qui commencent à se mettre en ménage, ou du moins qui y sont depuis un moment. Bah, automatiquement, les craintes des autres, ça se renvoie sur vous, quoi. Et c'est vrai que on me posait la question, alors tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'était tellement régulier que je commençais à avoir de l'angoisse. Bah oui. Et en termes d'émotions, ça générait quoi tout ça? Oh là là, beaucoup de peur, de colère, de crainte, de fuite. De nouveau, en fait, je pense que ça me faisait très peur et je retombais dans des travers, en fait, d'être hyper occupée pour ne pas penser, d'être dans la surproductivité. Donc travailler beaucoup, voilà, faire beaucoup de sport, faire attention à ce que je mange, être voilà, de contrôle à l'extrême. La Je me perfection. souviens de notre première séance, si je peux le partager là, parce que pour le coup, je m'en souviens moi-même encore, où on a terminé la séance et on avait mis le doigt sur le rien. Oui. Ça serait quoi le vide, le néant? Ouais. Et vous aviez en fait éclaté en sanglots? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez du coup des sensations que rien que le mot avait généré du coup chez vous? Quand on a parlé du mot vide, quand vous avez énoncé le mot vide, concrètement, j'ai eu d'abord ma respiration s'est arrêtée. J'ai souffle coupé, littéralement. Et une émotion de l'intérieur très forte, très, très vive, qui a fait que j'ai pleuré, mais d'un coup, quoi. Mais je ne pensais même pas pouvoir être capable de pleurer comme ça. Parce qu'il faut aussi dire que pendant 15 ans de ma vie, je n'ai pas versé une seule larme. Je m'interdisais de pleurer. Voilà. Ah, vous étiez vraiment en mode combattante pour le coup. Hein. Oui. Je fonce dans la vie et je laisse tout le reste de côté, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est vrai que faire face à ça, ça n'avait pas été évident. Concrètement, c'était même très difficile d'avoir cette peur-là, parce que je ne pensais pas que j'avais cette peur-là. Bah, vous étiez tout le temps finalement dans la fuite. Oui. Et vos émotions, en fait, vous les voyez pas. Et on s'est vu récemment et vous m'avez dit, mais je trouve que c'est tellement ça. Est-ce que vous pouvez la partager du coup? Bien sûr, je disais que mes émotions, j'avais tendance à les mettre sous le tapis. Mais au bout d'un moment, on trébuche sur le tapis.
parce qu'on les laisse de côté et ça fait un tas. Et le tapis, du coup, il y a une bosse. Hein. Et c'est vrai que j'avais tendance à faire ça. J'avais une émotion, hop, sous le tapis, et je pars à côté. Mais ne jamais regarder cette émotion-là parce que c'était trop dur de la gérer. Et j'avais tellement de blessures qui étaient profondes que je refusais de les ouvrir. Et je mettais des pansements dessus, mais au bout d'un moment, c'est comme sur une jambe de bois, hein, ça ne fonctionne plus, quoi. Et puis refuser de souffrir, ça c'est quelque chose que vous disiez souvent, je veux plus souffrir. Je veux plus souffrir. Je veux plus souffrir. Parce que je pense qu'on a tous des souffrances dans la vie depuis qu'on est enfant. Tous. Et on a tous des mécanismes aussi de compensation, des mécanismes de protection. Et c'est vrai que moi, cette souffrance-là, l'apothéose, ça avait été mes différentes ruptures qui avaient mis en évidence certaines blessures que je n'avais pas réparées ni guéries, ni vues. Et c'est vrai que cette souffrance, je refusais en fait. Et je m'interdisais de pleurer. Dès qu'il y avait une quelconque possible souffrance, je fuyais. Mais j'étais vraiment dans la fuite totale. Et quand on s'est vu, j'étais pas bien parce que je voulais savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste dans ce confort de vie qui ne m'appartient pas et qui n'est pas moi, mais qui me garantit voilà, du confort? Ou est-ce que je vais vers la difficulté et des possibles souffrances, parce qu'il faut réouvrir des blessures, ou du moins il faut les voir, les analyser et les guérir. Mais dans ce cas, ça veut dire souffrir. Ça veut dire avancer, mais ça veut dire souffrir. Et je ne m'en sentais pas capable, seule, en tout cas, de le faire. Et finalement, si on va même au-delà de ça, finalement, les deux pans qui étaient face à vous et qui, à l'époque, en tout cas, vous paraissaient complètement opposés, diamétralement opposés, c'était le volet sécurité. Contre, à l'époque, c'était ça, le volet liberté. C'était soit je deviens sécure et je m'installe dans cette vie où je m'ennuie, certes, où je vais pas bien, certes, mais au moins, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Ou du coup, je choisis la liberté, je pars en voyage, je continue mes études, je fais ce que j'ai envie de vivre. Et ça, il y avait un gouffre en fait entre les deux, c'était super compliqué pour vous. J'avais cette peur justement de ne pas pouvoir obtenir tout ce que je désirais et je devais faire des choix. Voilà. Est-ce que je choisis de me trouver ici un logement et de rencontrer quelqu'un? Parce que pour moi, c'était même diamétralement opposé en fait avec cette vie de voyage, cette vie de fun concrètement. Et je m'étais jamais dit que peut-être je pourrais rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou sur un chemin qui est rien que pour moi, quoi. Et j'avais aussi cette pression, je pense, sociale, mais aussi de ce qui... J'avais été conditionnée aussi par la société. Et bien ça, on va en parler. Là, on a parlé du coup de la pression sociale et je pense que beaucoup de monde du coup se reconnaîtra là-dedans. Et surtout, moi je le dis toujours, on vit quand même dans une région où cette pression, je la ressens beaucoup plus que dans d'autres régions. L'image est hyper importante, l'image sociale, le statut social. Donc je pense que beaucoup de monde qui entendra ce podcast se reconnaîtra là-dedans. Mais moi je dis toujours, ce qui existe en fait au niveau collectif, ça existe aussi, en fait ça fait miroir à ce qu'on a déjà vécu nous. Et l'autre structure, si là on parle du côté social, maintenant j'aimerais bien passer à une autre structure du coup que vous connaissez très bien, c'est votre structure familiale. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, quelle structure familiale vous a soutenu là-dedans, vous a rendu je dois être parfaite, la réussite, le contrôle, la vie, voilà, la vie idéale selon ces critères? Ok. Donc j'ai un frère et j'ai des parents qui sont toujours ensemble après je dirais 45 ou 46 ans de mariage. Enfin, voilà. Mon père a été le premier amour de ma mère et restera d'ailleurs je pense son seul et unique. Donc j'ai des parents qui s'aiment et qui sont heureux en ménage et j'ai un grand frère de 2 ans plus âgé que moi qui lui est toujours célibataire aussi. Et c'est vrai que durant l'enfance, mon frère était assez turbulent. Et moi, je devais compenser, je pense ça, en étant la petite fille parfaite, petite fille modèle. Mon frère c'est pas qu'il avait besoin d'attention, mais en tout cas, je pense qu'il avait une grande attention de mes parents, parce que justement, lui, à l'école, il faisait le pitre. Il était toujours un petit peu dans le conflit avec mes parents. Et moi, j'étais plutôt calme,
plutôt calme. Et je m'étais dit que voilà, si j'étais parfaite à l'école, on ne me dirait rien et on me laisserait tranquille. De là à ce que je n'acceptais aucun commentaire de mes parents, rapidement. Je dirais qu'à 12-13 ans, je leur disais qu'ils n'avaient rien à me dire, qu'ils ne m'avaient pas éduquée. Voilà, que je m'étais éduquée toute seule. Je l'ai dit longtemps, ça. Parce que justement, j'ai eu une indépendance très très jeune. Mes parents travaillaient énormément aussi. C'est vrai que mes parents accordaient énormément d'importance à la réussite professionnelle. Donc mon père est devenu chargé d'affaires et ma mère est devenue responsable logistique. Donc ma mère, la responsable logistique, donc une personne très organisée, très carrée, qui elle-même le dit, qui était toquée, elle était maniaque énormément sur le ménage, des choses comme ça. On allait au restaurant par exemple, mes couverts, je les mettais de travers, elle les remettait droit. Voilà, c'était des choses, une éducation en fait voilà assez traditionnelle, mais orientée performance, orientée résultat. Surtout que mon frère, lui, il faisait un peu office de petit canard. Le petit canard voilà, de la famille qui refuse d'être bon à l'école, qui n'aimait pas l'école alors qu'il avait des capacités incroyables et qu'il les a toujours d'ailleurs, hein. Mais ce sont ses choix. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne le voyais pas comme ses propres décisions et sa vie, mais je pense qu'il avait ce recul-là et cette connaissance-là que moi, je n'avais pas, où il disait toujours je n'aime pas l'école et mes parents ils le poussaient et pourtant ils disaient non, mais moi, non, je n'ai pas envie de faire de grandes études. Voilà. Et il en est très heureux comme ça maintenant. Donc moi j'ai été plus ou moins conditionnée, façonnée. Au lycée j'ai eu une classe entièrement féminine. Je n'avais pas d'hommes dans ma classe parce que j'ai fait le bac pour faire infirmière. Et là la pression a été atroce, horrible. Ces années de lycée, je devais être parfaite. Et on me le disait. Donc si par exemple je prenais un sachet en plastique pour mettre mes affaires de sport, eh bien j'avais le droit à des réflexions, à des moqueries. Je devais être constamment se remaquiller à la pause de midi, se remaquiller tout le temps. Enfin, je ne pouvais pas être libre. Et je me suis même fait la réflexion et je me suis dit, quand j'avais je crois 16 ou 17 ans, je me souviens de me le dire, maintenant tu vas être parfaite. Maintenant tu vas être parfaite. Donc tous les soirs, je faisais ma manucure si elle était pas bien, mais ma manucure en faisant les vernis, tout ça. Hein. Je me souviens que j'étais même épuisée certains soirs et je le faisais parce que je voulais avoir des ongles parfaits pour aller à l'école le lendemain, parce qu'il fallait que je sois parfaite. Je faisais du sport et il fallait que je fasse ce sport-là. Je faisais très attention à ce que je mangeais parce que je mangeais un petit gâteau, je prenais un peu de poids et hop, on me faisait des réflexions. Et surtout ma mère avait très peur que je sois en surpoids parce que ça avait été un petit peu une de ses blessures à elle quand elle était plus jeune et elle refusait que je sois en surpoids. Donc elle était très très à cheval sur l'alimentation, la nourriture. Surtout que ça a été le cas depuis, je dirais mon enfance, ça, où elle essayait de me donner des vitamines chaque fois l'hiver, pour que ça aille. Enfin, moi maintenant je le comprends avec le recul, j'avais pas la même alimentation qu'eux, parce que maintenant je suis végétarienne, et j'aime les épices, j'aime les plats exotiques, et eux n'aiment pas du tout ça, donc en fait tout ce que eux cuisinaient, je n'aimais pas. Donc j'avais du mal également à m'alimenter avec eux. Mais voilà, j'avais une certaine pression familiale à la réussite. Et c'est vrai que je ne parlais pas beaucoup à mes parents. Je leur disais ce qu'ils voulaient entendre pour avoir justement une tranquillité. Voilà. Et j'avais des résultats exemplaires. Et une reconnaissance quelque part. Une reconnaissance. J'avais besoin de reconnaissance, énormément. Et j'avais des résultats exemplaires. J'étais toujours dans les meilleurs de ma classe. J'ai eu des diplômes d'honneur, des diplômes de mérite. Et quand j'ai fait le diplôme d'infirmière, quand je suis devenue infirmière, pour moi ça a été une belle réussite, mais ça a été une concrétisation, je pense, pour mes parents, parce que mes parents, pour eux, ça a été incroyable que je sois infirmière. Quand j'ai dit que je voulais continuer mes études, ça a été mal perçu, bizarrement, par mes parents, en me disant mais pourquoi tu veux continuer tes études, tu as déjà un job super, qu'est-ce que tu fais quoi? Il n'y a pas d'intérêt à continuer ces études. J'ai quand même maintenu le cap. Et j'ai eu mon diplôme et ça pour moi ça a été vraiment incroyable quand je l'ai eu alors que mon père était malade et que je travaillais en même temps à côté, donc c'était vraiment, je pense, une de mes plus grandes réussites. Voilà. Mais j'avais cette pression-là de réussir et d'être en couple. Ma mère attend toujours des petits-enfants et elle me le dit régulièrement. Régulièrement. Et voilà. Donc, Et de l'autre côté, et c'est ça finalement qui était ambivalent aussi dans l'histoire de votre famille, c'est qu'il y avait une histoire particulière avec les femmes de votre lignée. Oui. Du côté maternel, ma grand-mère
n'a pas fait de carrière, elle était mère au foyer, elle s'est totalement j'arrive même pas à le dire, dévouée pardon, à son mari, à son époux. Ils ont eu 7 enfants, donc elle était vraiment mère de famille à plein temps. Ma mère a rencontré mon père à 18 ans et elle voulait faire des études. Son père lui a dit non, qu'elle devait aller travailler. Et après, elle a rencontré mon père à ce moment-là, enfin, ils se sont mis ensemble et elle avait un choix de faire carrière, soit de le faire au Luxembourg, soit de le faire en France. Au Luxembourg, on lui garantissait des revenus supérieurs et une évolution dans la hiérarchie très importante, mais elle a fait le choix de laisser tomber ça pour ses enfants. Donc elle n'a pas eu les études qu'elle souhaitait et la carrière, elle en est satisfaite maintenant, mais pas pleinement. Et du côté paternel, ma grand-mère a été mariée avec mon grand-père. Et quand elle l'a rencontré, donc elle travaillait à l'hôpital en tant qu'aide-soignante, et quand elle l'a rencontré, elle a arrêté de travailler, parce qu'il fallait qu'elle soit mère au foyer. Et elle-même me dit, parce que mon grand-père est décédé jeune, donc elle était veuve aux alentours de 40 ans, 45 ans, et maintenant ça fait 35 ans qu'elle est avec le même conjoint, mais qu'ils ne se sont pas mariés, parce que lui refusait, mais elle aussi, il y a une partie d'elle qui me dit ne te marie jamais, tu es bien comme ça. En gros, elle me conseille de ne pas faire de croix sur certains choix, de ne pas me marier, de ne pas laisser un homme décider pour moi. Voilà. Donc j'ai un peu aussi cette pression-là du côté de mes parents, parce que j'ai les deux facettes. Tout à fait. Voilà. J'ai aussi bien le côté maternel qui me dit il faut que tu restes avec ton premier amour, parce que ça a été le cas en fait de génération en génération, que tu aies une vie de famille. Et j'ai aussi le côté paternel où ma grand-mère me déconseille en fait de me stabiliser entre guillemets avec un homme. Et le côté aussi, tu ne peux pas avoir les deux. Oui. Choisis. C'est soit ta vie de famille, soit ton travail et ta carrière. Exactement. Donc ça aussi, niveau familial, il y avait et la pression sociétale et la pression familiale avec votre histoire familiale. Et du coup, ça se répercute sur vous avec ces deux parts qui existaient très fortement. Du coup, comment aujourd'hui, avec le recul, parce que vous avez quand même fait un sacré chemin, comment elles ont évolué ces parts-là? Comment elles ont bougé? C'est une question très difficile. Je dirais que ça a été progressif, certaines prises de conscience. Je me suis rendu compte que ma famille, comme d'autres personnes, ma famille portait des blessures. Et quand ma grand-mère, par exemple, paternelle, me disait ça, c'était parce que justement, elle avait ce regret en elle-même de ne pas avoir continué de travailler et de ne pas avoir fait carrière pour elle. Et ma mère avait également des regrets. Et ma grand-mère avait également des regrets. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était leur vie, et c'était leurs regrets, et que ce n'était pas les miens. Mais ils essayaient avec bon cœur et de bien faire, en fait, de me conseiller. Mais c'était plus un poids sur de mes épaules qu'autre chose. Donc ce n'était pas à moi, ça ne m'appartenait pas. Et ça, je m'en suis rendu compte progressivement en travaillant avec vous et en travaillant de mon côté. Je me suis dit, mais ma vie, j'ai envie de la faire comme je l'entends. Et c'est pas eux qui doivent me dire, entre guillemets, ce que je dois faire, même si c'est pour mon bien, parce qu'eux, ils le considèrent pour un bien. Mais c'est pas pour mon bien, c'est pour leur bien. Oui, c'est-à-dire qu'en conscience, ils vous veulent du bien. Ça, c'est le principe de toutes les familles. Mais inconsciemment, il y avait cet inconscient collectif de regret, en tout cas sur la lignée des femmes de votre famille. Et ça, de toute façon, on fait tous porter des choses sur les épaules de nos enfants, en fait, qu'on n'a pas à avoir, quoi. On porte des choses sur nos épaules qu'on ne devrait pas, qui ne sont pas à nous, qui ne nous appartiennent pas. Tout à fait. Ouais, donc ça a été une sacrée découverte aussi pour vous. Et aussi quand j'ai essayé de creuser un petit peu dans l'arbre généalogique, où je découvrais également certains secrets, certaines choses, j'avais une envie, je l'ai toujours d'ailleurs, d'aller vivre à Berlin par exemple, alors que j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie, et que quand j'y suis allée, je me suis dit, je suis à la maison, c'est bizarre. Et quand j'ai posé des questions à mes parents justement pour
pour en savoir plus sur la famille, parce qu'il y a pas mal de choses et de non-dits, j'ai découvert que mon grand-père, non, mon arrière-grand-père, avait été traducteur français, anglais, allemand, et qu'il avait vécu à Berlin. Et ça, moi, voilà, je le garde aussi en tête, parce que je me suis dit que l'hérédité, la généalogie, avait un impact énorme sur qui nous sommes. Et c'est vrai que ça, on ne nous l'apprend pas forcément, mais il y a aussi des choses qu'on hérite en termes de génétique, en termes d'environnement familial. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la société, mais voilà, c'est un package qui est complet. Et, On n'hérite pas que des yeux ou de la personnalité, du caractère de quelqu'un. Tout à fait. On hérite de tout le reste. Ses traumatismes, les secrets de famille, les regrets qu'il a pu avoir, et heureusement de l'autre côté, les forces aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Et personne n'en parle, alors que c'est génétique. Oui. Et ça s'appelle l'épigénome, donc tout le monde l'a. Tout à fait. Et donc j'ai un besoin d'apprendre l'allemand. C'est même un besoin, c'est même plus qu'une envie, c'est un besoin. Et les langues? Et langue. Voilà. Et c'est vrai que je ne vais pas m'arrêter là, j'ai appris l'anglais. Pour moi, qui ne sera jamais assez bien, mais je pense que je pourrais l'étudier pendant des années. Pour moi, il ne sera jamais parfait. Parce que justement, j'ai ce côté de productivité qui est très très prenant et qui fait partie de moi, mais aussi de ma famille. Parce que pareil, hein, voilà, mes parents. Et c'est vrai que je vais continuer à apprendre des langues, mais par plaisir. Ou pas, parce qu'en fait, ça sera peut-être des ancêtres qui m'ont glissé le mot à l'oreille, mais voilà. Sur votre contrôle, comment aujourd'hui ça se passe? Parce que vous avez vraiment, pour le coup, lâché la bride par rapport au début de de votre chemin, quoi. Énormément. Alors, le contrôle, ça a été quelque chose qui a été, je pense, la plus grande chose pour moi sur laquelle j'ai travaillé. Au départ, je contrôlais tout. C'est-à-dire que je contrôlais mon environnement, je me contrôlais mes pensées et je contrôlais mon physique. Donc tout ce qui était pour moi possible de contrôler, même le destin. J'essayais de contrôler le destin et la vie en soi. Alors ça, on va en parler après, parce que c'est aussi hyper intéressant et je trouve que dans la période qu'on est en train de traverser, c'est hyper intéressant d'en parler. Ouais. Donc j'avais cette tendance de tout contrôler par mon éducation concrètement. Et aussi par mes blessures, parce que je me suis rendu compte que si je contrôlais les choses, je maîtrisais, donc je pouvais prévenir et du coup pas souffrir. Voilà, c'était un petit... C'était votre logique en tout cas. Donc je contrôlais déjà mon physique, c'est-à-dire que je devais constamment être parfaite. J'avais des vêtements qui étaient très bien coupés, des couleurs sobres, justement pour ne pas trop au départ attirer l'œil. Après, ça a rapidement évolué vers des couleurs plus vives, mais au départ c'était du standard. J'assortisais tout, pardon. C'est-à-dire que je vais avoir les chaussures assorties au top. Voilà, vraiment la tenue complète, que personne ne pouvait me faire une remarque. C'est-à-dire que si on me faisait une remarque, c'est que la personne elle-même était jalouse, parce que concrètement je ne pouvais pas ne pas être parfaite, quoi. Je faisais tout pour l'être. J'avais un physique, voilà, 34-36, je ne m'autorisais pas à aller au-dessus. Donc je mangeais très peu, ou je mangeais jamais des choses très grasses, jamais des choses très sucrées. Si je le faisais, c'était de manière exceptionnelle. Et c'était une fois en plusieurs mois, et encore je culpabilisais ensuite. Par exemple, faire burger et glace ensuite, c'était impossible pour moi, quoi. Donc ça a été quelque chose assez parlant. Voilà, donc alimentation, le sport, énormément de sport, musculation, course à pied. J'allais régulièrement chez le coiffeur aussi pour avoir des cheveux impeccables. Je faisais beaucoup plus jeune, étant plus jeune au lycée, je faisais des UV aussi pour avoir bonne mine, parce qu'il ne fallait pas que j'ai l'air malade non plus, fatiguée. Alors que j'étais fatiguée, mais je ne voulais pas avoir l'air fatiguée, montrer. Voilà, respect mon environnement, j'allais dire. Ouf. Voilà, petit lapsus. Je contrôlais énormément mon environnement, c'est-à-dire que chez moi, vous pouviez venir à toute heure et vous pouviez manger par terre. C'est-à-dire que même si je travaillais 70 heures semaine, je rentrais et je faisais du ménage, l'aspirateur, la serpillière, alors que je n'étais même pas chez moi. Mais c'était, voilà, comme ça.
les placards, mes classeurs étaient, j'ai encore d'ailleurs ça, ce petit toc, où tout est organisé, rangé avec des étiquettes. Voilà, donc en fait, vous pouviez venir n'importe quand, c'était parfait. Même une de mes amies m'a dit, ton appartement, on dirait un appartement témoin. Et je lui ai dit, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et à chaque fois que je pense à elle, quand on en discute, et je lui dis toujours, mais oh là là, ou quand je pense à mon appartement, mon ancien appartement, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il était beau, il était parfait, quoi. Parfait, parfait, parfait. Les couleurs, je mettais énormément de temps à tout accorder. Voilà, je cherchais le détail, l'accessoire parfait. Et tout le monde me disait, ouais, c'est vachement beau chez toi. Enfin, voilà, on ne pouvait me faire aucune remarque, concrètement. Concrètement, il y a une chose quand même que vous ne maîtrisiez pas, et c'est pour ça d'ailleurs que ça vous a amené jusqu'ici aussi, et sur ce chemin-là, c'est que du coup, ça vous embêtait d'avoir ces deux côtés. Rester ou partir. Parce que là, du coup, il y a plein d'émotions qui se mêlaient à tout ça, et là, du coup, ben, vous aviez la sensation, qui n'était pas une sensation, de perdre en fait le contrôle. Oui. Et ce qui a été révélé par rapport à ça, c'est le fait de finalement être sûr, en fait, vous attendiez d'avoir un choix qui soit sûr. Oui. Il ne fallait pas avoir de risque derrière. Si je fais le choix, c'est que je sais, entre guillemets, ce qui va... C'est un choix maîtrisé. Maîtriser. Et du coup, ça a été une grande aventure aussi, de prendre conscience que quand on prend un risque, ben, on ne sait pas ce qui se passe derrière, et d'être au clair sur soi, quoi. J'étais dans le contrôle, même mes choix devaient être contrôlés. Ouais. Mais c'était dans le contrôle qui était obsessionnel. Et là, vous attendiez du coup des réponses qui venaient de l'extérieur. Oui. Alors, ça a commencé avec vos parents, ça a continué avec votre compagnon avec qui vous êtes resté 13-14 ans, qui finalement prenait les décisions pour vous. Voilà. Et après, quand vous vous êtes retrouvée toute seule, bah, finalement, quand vous êtes venue me voir, quelque part, vous attendiez qu'en fait je fasse le choix de partir ou rester et de vous diriger en fait sur ce que vous devriez faire. Et après, donc nous on s'est pas vu quelques mois, et quand je vous ai revu, vous aviez finalement trouvé un autre système qui était, bah maintenant c'est l'univers qui va choisir pour moi, c'est la vie. Et donc c'était à base d'oracles, de signes, de... Beaucoup de signes. Voilà. Vous challengez la vie. Oui, j'ai aussi cette spiritualité par contre qui s'est développée durant ces années où j'avais besoin, je pense, un peu de réconfort et je me suis dirigée vers la foi, que j'ai d'ailleurs toujours et qui restera avec moi jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que du coup, comme j'avais la foi, j'ai confiance et je me disais que cette foi pouvait me répondre et prendre des décisions pour moi. Et encore une fois, en fait, à chaque fois que vous faisiez ça, et ça on en avait pris conscience, vous laissiez votre pouvoir en fait à quelqu'un d'autre. Alors que tout part de soi. Enfin, c'est je prends les décisions et quand je suis au clair avec les décisions, les choses elles bougent en fait autour de moi. C'est pas l'inverse. Et le meilleur exemple que je peux donner à chaque fois que je peux le constater, parce que en ce moment on en voit beaucoup de ça. Le développement personnel, il est à fond. Il y a beaucoup d'injonctions aussi par rapport à ça qu'on voit aujourd'hui, et on voit les travers aussi de ce qui se passe. Et pour moi, ça en est un. Mais en fait, les personnes qui ne font pas de travail sur elles-mêmes et qui ne s'intéressent pas au développement personnel, leur vie, elle bouge quand même. Ouais. Et souvent, leur vie avance beaucoup plus que les personnes qui sont à fond dans le développement personnel. Mais ça, c'est une réalité, en fait. Donc, voilà, il a fallu, en fait, pour trouver votre équilibre, il a fallu que vous touchiez, en fait, aux deux extrémités. Oui. Complètement. Ah bah, j'ai réussi à lâcher prise. À ce moment-là, je pensais que c'était du lâcher prise parce que je me disais, je pose ma question et on va me répondre. Je lâche prise, j'arrête de faire quoi que ce soit. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, vous avanciez pas. En fait, au moment-là, quand vous étiez revenu me voir, votre problème, c'était rien n'avance dans ma vie. Je vois tout le monde autour de moi qui avance, qui fait des projets, et moi, je ne fais rien. Voilà. Parce que j'ai mon contrat de travail qui s'est terminé, et puis ensuite, je suis partie aux États-Unis. Pendant 6 semaines. Bon, entre-temps, j'ai beaucoup voyagé en Europe principalement. Mais là, je m'étais dit, je vais reprendre mes études. On va se reformer à autre chose. J'ai postulé dans différentes écoles et j'ai eu des signes justement qui me montraient que je serais acceptée dans une école. Et au final, ça n'a pas été le cas.
Donc, gros doute, surtout qu'à ce moment-là, j'ai eu pour la première fois le Covid, donc c'est d'autant plus ironique parce que j'ai travaillé en lien avec le Covid pendant des années et je l'ai eu suite à un voyage aux États-Unis. Bon, soit. Et donc, j'ai été mise totalement à l'arrêt. La vie m'a mis à l'arrêt, où j'ai dû être confinée et où l'école où je voulais aller concrètement, la réponse a été négative. Donc je me suis dit, mais en fait, la vie attend quoi de moi? Et c'est pour ça que je suis revenue vous voir, parce qu'en fait, je ne comprenais pas que la vie, elle vous aide, mais c'est à vous de faire le premier pas, quoi. Et c'est pas à demander à la vie de vous marcher pour vous, quoi. Vous devez marcher, et puis peut-être qu'elle vous aidera, mais... Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, voilà. Mais il faut faire le premier pas, soi-même. Et pas attendre qu'on vous montre le chemin en disant, c'est celui-là le bon. Parce que moi, concrètement, c'est ce que j'attendais. Ben oui. J'attendais ça. J'avais quand même postulé dans différentes écoles, mais en même temps, j'étais persuadée d'être dans une école précise. Et quand ça n'a pas été le cas, mon ciel s'est effondré. Et je suis revenue vous voir. Et le ciel s'effondre souvent quand en fait on met la clé de notre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre, quoi. Tout à fait. C'est... Tout à fait. Ouais. Donc là, du coup, vous êtes revenu me voir et finalement, vous l'avez prise, votre décision. Oui, j'ai prise. J'ai une autre école en fait qui m'avait acceptée et j'ai décidé d'y aller. À côté de ça, j'ai décidé également de déménager, donc j'ai trouvé un logement ici dans la région. Et je sais pertinemment que cette reprise d'études va être bénéfique pour moi, mais je pense surtout qu'elle va être très révélatrice. Je pense que ça va être de nouveau un tournant dans ma vie, parce que je ne laisse pas tomber mes projets de voyage, loin de là. Pour moi, c'est juste une petite transition justement qui va me faire aller dans le chemin que j'ai envie d'aller. Mais je pense que c'est un chemin qui va être très intéressant. Mais c'est moi qui entreprends le chemin, c'est pas la vie pour moi, quoi. Donc là, vous êtes passé finalement du choix, le ou, oui. Sécurité ou liberté, au et. Et liberté, tout à fait. J'ai décidé de choisir, de ne pas choisir entre les deux et d'avoir les deux. Concrètement, c'est ça. Oui, concrètement, c'est ça. Voilà. Idéalement, du coup, aujourd'hui, vous voyez ça comment? Idéalement, j'aimerais avoir un domicile fixe dans la région, près de ma famille et de mes amis, parce que ce sont les personnes qui comptent le plus pour moi. Et j'aimerais avoir un job qui me permette de voyager régulièrement à l'étranger. Tout ça dans le domaine de la santé, du bien-être, voilà. Donc ça, c'est mon objectif final. Je suis en train de faire un entonnoir avec la reprise d'études que j'envisage et que je vais faire au mois de septembre. Donc c'est 1 an de formation. Je pense qu'elle va être vraiment très, très décisive parce qu'elle va m'amener sur le chemin que je pense qui est bon pour moi. Voilà. Mais c'est moi qui entreprends cette démarche-là. Et ça fait quoi? Vous ressentez quoi en ce moment? Eh bien, je suis beaucoup plus apaisée. Et les choses, une fois que j'ai pris aussi, petite anecdote, une fois que j'ai pris la décision d'aller dans cette école-là et de me trouver un logement, les choses ont bougé hyper rapidement. Mais voilà, ça c'était le petit commentaire qu'il fallait dire. Ouais. Ouais, non mais oui. Le contrôle a lâché quand même aussi, beaucoup. Ouais. Beaucoup. C'est aujourd'hui, la Marie d'aujourd'hui, par rapport à la Marie d'il y a seulement 1 an en arrière. On va dire que pour le contrôle, eh bien concrètement, j'ai eu énormément de prise de conscience. Je suis partie aux États-Unis par exemple, et j'ai vu des gens très très intéressants, mais là-bas le rapport à l'autre est entièrement différent. En fait, plus vous voyagez et plus vous découvrez que notre vision des choses, elle est propre à nous-mêmes, hein, mais aussi à la région dans laquelle on est. Et c'est vrai que la région où on est actuellement, il y a une forte pression sur l'apparence et le paraître. Et à l'étranger, c'est pas du tout le cas. Donc pour moi, ça a été déjà une révélation d'aller à l'étranger, aux États-Unis, où par exemple, des femmes se baladaient à moitié nues, certaines allaient en pyjama faire leurs courses, d'autres étaient maquillées à outrance, des hommes étaient maquillés à outrance aussi. Il y avait un rapport au corps qui était entièrement différent. Des personnes qui étaient en fort surpoids et qui mangeaient des burgers énormes devant tout le monde, ils n'en avaient rien à faire. Des femmes en fort surpoids qui étaient à moitié nues, avec des strings sur la plage. Et j'ai trouvé ça mais génial.
génial. Et donc déjà, je me suis dit, ah oui, mais en fait, pourquoi est-ce que je mets autant de barrières sur mon apparence et sur mon physique? En fait. Mais oui, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit concrètement de vivre et de faire ce que je veux. Et moi, j'aime beaucoup le sport, mais j'aime beaucoup le sport de musculation. Et c'est vrai que j'avais cette pression-là aussi, surtout familiale, en me disant, tu muscles pas trop parce que tu vas ressembler à un homme et tu vas avoir des grosses cuisses et tu vas, voilà. Au final, j'ai dit rien à faire, je fais ce que j'ai envie de faire. Et oui, là, actuellement, je change tous mes vêtements parce que j'ai pris une taille, concrètement, mais c'est du muscle et aussi du gras. Et c'est pas grave parce que je me préfère comme ça. C'est ça aussi qui est ironique, c'est que avant, je faisais un 34-36, plutôt 34 que 36. Et je détestais mon corps, je détestais mon apparence. Je me trouvais encore trop grosse. Je faisais tout pour avoir des tablettes de chocolat. Enfin, vraiment, j'étais dans une optique de perfection. Et là maintenant, et bien en fait, je mange quoi. J'ai envie de manger, je mange. Je fais du sport, j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Alors je fais un 38 en pantalon. Donc vous me direz, oui, c'est une taille tout à fait dans les normes, oui. Oui, mais pas pour vous, pas pour l'ancienne vous en fait. L'ancienne moi, exactement. Et c'est vrai que je prends même plaisir à me racheter des vêtements. Et des trucs hyper colorés et de styles totalement différents. Parce qu'avant j'avais un style plutôt BCBG, voire très girly. Et là maintenant, je porte pas mal de baskets, des t-shirts amples, plutôt à l'américaine justement. J'ai mon look qui a changé, j'ai ma vision des choses qui a... j'en parle même pas. Parce que maintenant, voilà, j'assume de manger un burger et une glace ensuite, quoi. Et pour moi, c'est même normal, ça va ensemble de manger les deux. Alors qu'avant, jamais en 10 ans, j'avais fait ça, quoi. Et sur votre vie, sur toute cette pression-là que vous vous mettiez de vos 30 ans et tout le monde a quelque chose et pas moi, etc. Aujourd'hui, vous pensez quoi? Mais en fait, aujourd'hui, je n'y pense même plus. C'est-à-dire que je vis ma vie, je vois mes amis heureux, heureuses. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Et je ne me compare absolument pas. C'est-à-dire que si eux ont des enfants, et ben moi, je suis totalement heureuse d'être leur tata. Mais je me dis pas, oh non, moi j'ai envie d'avoir la même chose. Enfin, je ne suis pas du tout dans une optique de jalousie. Ni j'ai aucune rancœur envers moi-même ou envers les autres. J'ai toujours un petit pincement quand même pour la vie de couple parce que c'est quelque chose que j'aimerais avoir avec un homme, mais je ne veux pas avoir n'importe quelle vie de couple. Je veux avoir une vie de couple totalement épanouie, équilibrée. Et autant par le passé, j'aurais pu choisir un homme qui me convenait peut-être à 70% pour combler un manque et respecter une certaine norme, autant maintenant je le refuse. Et quand on me dit par exemple, oh là là Marie, tu dois être difficile pour trouver un homme, parce que ça on me l'a dit plein de fois, tu dois être difficile. Moi je leur dis mais non, je suis pas difficile, je suis juste moi-même et j'ai envie d'être avec quelqu'un qui soit bon pour moi comme je serais bonne entre guillemets pour lui. Donc je me refuse d'être avec quelqu'un qui ne me corresponde pas juste pour satisfaire les besoins de mon entourage. Ça non. Ou pour satisfaire un besoin peut-être d'une blessure, une petite blessure qui est toujours ancrée, voilà. Mais ça, je me le refuse parce que pour moi, c'est pas ça en fait une vie de couple. Et au contraire, ça, si je me mets avec quelqu'un comme ça va être totalement bancal. Ah oui. Et la relation va pas du tout être épanouissante et elle va se terminer. Donc ça, cette pression-là, j'ai totalement mis de côté, quoi. Mais c'est génial. Enfin, moi, je trouve votre évolution, c'est magnifique. Ouais. Vous vous êtes libérée en fait pour vous découvrir vous en fait. J'ai fait plein de choses. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai aussi fait énormément d'introspection. Beaucoup de questions envers moi-même aussi, sur mon regard que je porte sur moi-même, mais aussi sur les autres. J'ai découvert aussi que un entourage que j'avais qui n'était pas forcément bon pour moi. Progressivement, je suis en train de faire aussi un entonnoir des personnes que je côtoie. Parce que même si ce sont des bonnes personnes, on est tous des bonnes personnes, mais on n'est pas forcément tous bons pour les autres. Et ça, une fois qu'on comprend, on évolue et en fait, on enlève certains poids des épaules. Et vous avez enlevé certains masques. Aujourd'hui, vous êtes dans une quête de vérité où vous vous êtes rendu compte que vous vous mentiez en fait à tout le monde. Mais comme tout le monde se ment, hein, ça c'est l'humain. Mais à mettre sous le tapis. Là, le tapis, vous le voulez plus en fait. Donc forcément, vous avez vu des choses pour vous. Et une fois que vous avez vu ces choses pour vous, les masques en fait tombent aussi par rapport aux autres. Il n'y a rien de mal en fait à ça. Ils ont fait partie de votre vie à un moment donné. Mais maintenant, ils ne correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui dans votre quête d'authenticité, quoi. Tout à fait. Et c'est OK. Et c'est OK. Et je n'ai aucun ressentiment négatif ou quel qu'il soit en fait par rapport à ces personnes. Au contraire, je les remercie parce qu'elles ont été là dans une partie de ma vie. Mais j'évolue.
Et j'imagine un petit peu ça comme des paliers ou un escalier. Et au bout d'un moment, à force de monter, on a quand même des choses avec nous et il faut s'en délester et on reprend d'autres choses sur le passage. Voilà. Et c'est ça qui est beau et ça qui fait la vie, quoi. On arrive à la fin du podcast, qui est magnifique. Enfin, moi, votre parcours, j'adore. Si aujourd'hui, vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un qui s'apprête à avoir 30 ans ou qui vient de les avoir et qui ne rentre pas dans les critères de la société, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors déjà, de rester soi-même. Je dirais que c'est pas grave, que 30 ans c'est juste un chiffre, un nombre. Ce n'est pas, on n'a pas tous la même évolution. Ça aussi, on nous fait croire qu'on doit avoir certaines choses à certains âges, mais on a tous des vies différentes, on a tous des passés différents. Et pour moi, c'est juste important d'avoir une vie épanouissante pour soi. Alors je sais que c'est pas facile pour les gens qui sont dans certaines situations, qui sont entourés par des gens qui leur mettent une certaine pression aussi. Mais le jour où elles s'accepteraient, le jour où elles s'acceptent telles qu'elles sont, le reste n'a plus d'importance. Pour moi, c'est ça en fait. Et le fait d'avoir des difficultés à le dire, je pense qu'il y a aussi encore un travail qui est à faire, comme tout le monde, parce que s'accepter à 100%, c'est travailler toute une vie, selon moi. Mais je leur dirais que 30 ans, c'est rien. Et c'est peut-être même le début du commencement, 30 ans. Parce que c'est le moment où moi, en tout cas, je me suis libérée et j'ai accepté en fait qui j'étais, ou en tout cas, j'ai enlevé les masques. Donc moi, je leur dirais, bravo, vous avez 30 ans, c'est juste le début. Super, ça donne envie en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Marie. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Merci.